Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores et comme vous pouvez déjà vous en apercevoir, peut-être, il s'agit de cette vidéo annuelle, il y en a parfois deux, trois, où j'ai la voix qui commence à vriller. Donc clairement, je vais essayer de finir la vidéo aussi rapidement que possible avant de devenir complètement aphone, ce qui serait aussi désagréable pour vous que pour moi. Du coup, heureusement, on est sur un menu cette semaine relativement léger, il n'y aura pas tant de matière que ça à analyser, ça va me permettre d'aller assez rapidement. Du coup, on est parti, entrée, plat, dessert, comme à l'accoutumée, vous avez un petit peu l'habitude désormais. Et on commence cette semaine par Shrinkopolis, malheureusement pas de VF comme vous pouvez le voir, même s'il y a une version tchèque. Ça nous vient de Most Point Win sur GameFound actuellement, et on est à 114 backers, 13 jours avant la fin de la campagne. C'est un petit peu léger, on est à 64% du seuil de financement. Bon, 114 backers, ça reste pas ridicule pour une pour un primo éditeur sur GameFound qui plus est, mais bon, ça risque d'être un peu compliqué quand même. C'est pour un à 4 joueurs, pour des parties d'environ 35 minutes, 10 ans et plus. Vous avez différents systèmes, différents mécanismes qui viennent s'imbriquer dans ce jeu, tels que la gestion de ressources, le set collection, c'est un jeu qui est jouable également en solo comme en compétitif, un jeu dans lequel l'humanité tout entière a été rétrécie pour faire face aux différents problèmes climatiques. Je vois pas très bien en quoi ça pourrait nous aider, mais c'est l'histoire que vous propose Shrinkopolis. Et à partir de là, vous aurez un marché de cartes, vous aurez des dés, vous aurez des tuiles spéciales, vous aurez des cartes qui vous permettront de scorer différemment, etc. Et avec tout ça, vous allez essayer de composer une sorte de mini-ville à partir des objets qui vous entourent, puisque les objets, eux, seront restés à leur taille normale. Bref, c'est un petit peu chéri, j'ai rétréci les gosses, mais 30 ans plus tard, et avec un aspect un petit peu post-apocalyptique. Voilà, pour le reste, vous avez pu apercevoir aussi que la DA, sans être vilaine, n'est pas non plus terriblement attrayante, selon moi, mais on a au moins le mérite d'avoir un jeu relativement abordable, puisque vous le voyez, le Builder Pledge est à 25 €, ça en fait un jeu relativement accessible. Et puis, pour ce qui est des frais de port, généralement, vous savez très bien que je les passe dans les entrées, mais comme j'ai moi-même oublié de les regarder, je vais quand même jeter un œil. Bon, les frais de port sont un petit peu élevés concernant compte tenu du prix du jeu lui-même, mais bon, ça reste relativement accessible. Voilà donc pour Shrinkopolis, 114 backers, 13 jours avant la fin de la campagne. Si vous suivez le menu crowdfunding depuis quelques temps déjà, vous connaîtrez peut-être Little House Board Games, un petit éditeur espagnol qui nous avait déjà proposé un 18 Hex Games Collection volume 1, comme vous pouvez bien vous en douter, puisque c'était il y a de ça environ un an, je crois. Il y avait d'abord un truc annulé, je crois. Voilà, c'était ça, annulé. Puis une seconde tentative qui s'était soldée par une réussite, modeste certes, mais une réussite avec quand même 272 contributeurs. Ça date de d'avril 2023, donc ça fait un an, un tout petit peu plus d'un an, qu'on avait vu cette collection de petits jeux hexagonaux sortir, et donc ils nous sortent un volume 2 avec 6 nouveaux jeux que vous apercevez ici, bien sûr essentiellement basés sur des tuiles hexagonales comme vous pouvez vous en douter, des jeux généralement très accessibles et très familiaux. On voit ici que c'est pour 1 à 3, pour 15 minutes, pour 9 ans et plus, et il en va près de tous les jeux de la manière, hein, 8 ans et plus, 6 ans et plus, 8 ans et plus, 10 ans et plus, le tout pour des jeux relativement simples à sortir, souvent avec des configurations plus modestes qu'on ne pourrait l'imaginer. Là c'est de 1 à 3, de 1 à 4, de 1 à 3, 1 à 12 ok pour Dinger Fingers, mais on a aussi 2 joueurs uniquement ici aussi. Donc attention, ils ne sont pas forcément tous des party games comme on pourrait l'imaginer de prime abord. Pas mal de jeux relativement abstraits pour le coup comme Molecule ou comme Flippo que l'on voit ici, d'autres un poil plus thématiques comme The Many Dungeons ou encore comme Castle Duel ou Acontecheris qui a l'air d'être relativement mignon, relativement sympa sur le papier. De là à aller le baquer, c'est encore un autre sujet, mais quand même. D'ailleurs, combien ça coûte? Ça dépend un petit peu des jeux, j'ai l'impression. Acontecheris par exemple coûte 13 €. Castle Duel 13. Ah non, ils sont tous à 13, j'ai l'impression finalement. Oui, oui, ils sont tous à 13. Et il doit y avoir un bundle, j'imagine. Voilà, ici. Bundle à 65 € pour mettre la main sur tout le volume 2, donc les 6 jeux qui font l'objet de cette campagne. Et vous avez un bundle avec les jeux précédents aussi. Voilà, c'est ici. Donc tous les jeux de la 18 Hex Games Collection. 120 € pour tout ce qui est sorti jusqu'à présent. Bon, à l'unité ça fait pas très cher, mais ça fait quand même un pledge assez conséquent au final, vous l'apercevez ici.
Voilà donc, je vais pas trop rentrer dans les détails, hein, pour ce qui est de 18 Hex Games Collection, volume 2, avec donc Account Tetris, Castle Duel, Dinger Fingers, Flippo, Molecule et The Many Dungeons, potentiellement les autres qui sont déjà sortis aussi. Et il y en aura donc encore 6 autres d'ici, j'imagine, un an encore une fois. On enchaîne avec un projet canadien disponible en VF qui plus est, vous le voyez. En fait, il n'y a pas de texte sur le contenu du jeu lui-même, mais la règle sera disponible en VF. C'est le deuxième projet de Subsurface Games. Vous les connaissez peut-être pour un jeu qui avait d'ailleurs un petit peu la même allure. Visuellement, ça présentait plutôt bien aussi. Ça s'appelait With a Smile and a Gun. J'aimais bien la boîte. Ils ont repris un petit peu la même patte graphique, la même artiste que pour ce premier jeu, pour Puppets in High Places, qui pour l'instant attire pas les foules, soyons tout à fait honnêtes. 73 contributeurs, 19 jours avant la fin de la campagne. Le seuil de financement est très bas et pourtant on n'y est pas encore. Donc ça présage rien de très bon pour ce jeu à 2 joueurs, 30 minutes la partie, pour des joueurs de 12 ans et plus. Et fondamentalement, vous êtes à nouveau placé comme dans With a Smile and a Gun, dans un univers un petit peu noir de la prohibition aux États-Unis, donc les années. C'était quelle année déjà début du XXe siècle, on va dire, comme ça je prends pas trop de risques. Et vous allez essayer de prendre possession un petit peu par l'influence de votre faction, on va dire, de la cité qui se présente devant vous ici. Donc vous aurez l'opportunité d'aller envoyer vos mobsters, donc vos gangsters en gros, sur certains quartiers. Vous aurez l'opportunité d'influencer certaines personnes grâce à des cartes de Speakeasy que l'on voit ici. Il y aura un petit peu de gestion de ressources, de gestion de dés également. On pourra, comment dirais-je, essayer de faire chanter ou de corrompre certaines personnes dans la cité également, puisque de toute façon, le principe essentiellement de Puppets in High Places, comme son titre l'indique, c'est d'avoir des poupées que l'on peut un peu contrôler, dont on peut tirer les ficelles, mais qui sont dans des hautes sphères de la cité. Donc on contrôle la cité dans l'ombre en gros. Mais pour l'instant, vous le voyez, hein, ça attire pas grand monde. C'est vrai que bon, la boîte est charmante certes, mais le reste, c'est visuellement pas extraordinairement attirant, même si les quelques composants en bois qu'on voit ici sont pas vilains non plus, mais c'est quand même très noir et blanc. Et quand c'est noir et blanc, il faut quand même réussir à se démarquer d'une autre manière. Et pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui ressort vraiment du lot visuellement parlant, c'est pas très impactant. Donc je pense que c'est aussi en ça que le jeu n'attire pas des masses. Pour ce qui est de la version physique, ça coûte combien d'ailleurs ? C'est ici, 34$ canadiens, donc 23€ pour Puppets in High Places. Et sinon, vous pouvez prendre aussi leur premier jeu, qui était donc With a Smile and a Gun, donc les deux en version physique, pour 69$ canadiens, soit 47€. Voilà donc pour Puppets in High Places. Celui-là, j'avoue, je suis paumé. Il est apparu hier, donc j'ai pas tellement eu le temps de le préparer. Mais Propu, je ne sais pas comment on est censé le prononcer, qui nous vient de Interhuman Games. Je suis assez étonné de voir qu'il a quand même réussi à déjà accumuler 150 backers pour un truc qu'on n'avait pas vraiment vu venir et qui est particulier. C'est le moins qu'on puisse dire. 21 jours avant la fin de la campagne en plus, donc il reste quand même pas mal de temps. Je pense qu'on ira certainement chercher plus de 300 voire 400 backers, ce qui m'étonne quand même pas mal pour ce jeu pour 1 à 2 joueurs exclusivement. Qui reprend une thématique particulièrement bizarre, dans une boîte en bois sérigraphiée, j'ai l'impression, enfin c'est assez particulier aussi en termes de design visuel. Apparemment, c'est un cauchemar de grand-mère slave. Déjà, le pitch est très étrange, ça se joue très rapidement apparemment, c'est pour 10 minutes, et apparemment on classe ça dans mythologie, horreur, survival, solo ou à 2 joueurs, stratégique, avec une boîte en bois, un design très comment dirais-je, sobre, on va dire, et quelques plaques de bois sérigraphiées, et une miniature de grand-mère slave, quelques petites tuiles en bois. Honnêtement, je vois même pas comment ça se joue particulièrement, si ce n'est qu'apparemment il y a une sorte de mécanique similaire au jeu de pli. Mais au-delà de ça, je ne saurais vraiment pas vous décrire ce à quoi peut ressembler l'expérience ludique que propose Proper. Et sinon, ça coûte 19€ pour une copie du jeu. 3000€ d'engrangés, donc le jeu est financé à 21 jours de la fin de la campagne. Mystère. On enchaîne avec un projet français, il n'y en a peut-être pas des masses d'ailleurs cette semaine, j'ai pas l'impression, je crois que c'est peut-être même le seul. Il s'agit de Dungeon Pen, qui est le nouveau projet de Yeast Games. Alors pour ceux qui débarqueraient sur Kickstarter éventuellement, qui ne connaîtraient pas tellement
l'univers du financement participatif de jeux de société. Yeast Games est un petit éditeur français assez particulier qui nous a notamment proposé Which Side Are You On, Bonnie and Clyde ou encore les fameuses cartes postales sur lesquelles vous trouviez un petit jeu également. Donc ils ont fait 3-4 jeux, il y a aussi Moonlight Brewers, c'est vrai, donc 3-4 jeux environ, qui pour l'instant sont toujours sur des tirages assez minces, bien évidemment, c'est tout petit et c'est fait très particulièrement, c'est fait en France, ils font ça je crois eux-mêmes si mes souvenirs sont bons, donc c'est très artisanal on va dire. Et cette fois-ci, il vous propose Dungeon Pen, qui pour l'instant a recueilli 41 contributeurs. On est assez loin du seuil de financement. Bon, en même temps, vous avez peut-être entreaperçu tout à l'heure quand j'étais sur la page de l'éditeur, mais ils nous ont habitués à faire une première campagne annulée, puis une deuxième campagne un peu plus couronnée de succès. Est-ce qu'on suit le même chemin avec Dungeon Pen? C'est pas impossible. Mais pour l'instant, 41 contributeurs, c'est un peu léger. 22 jours avant la fin de la campagne. Vous le voyez bien évidemment. Bon, c'est logique, c'est un éditeur français. Il y a une VF. C'est pour 2 joueurs, pour 8 ans et plus, donc ce qui en fait un jeu relativement accessible. Et c'est pour des parties de 20 minutes. Et comme c'est le cas parfois non pas parfois d'ailleurs, à chaque fois sur Ulule, mais rarement sur Kickstarter, vous avez directement un lien vers la campagne en français pour les plus réfractaires à la langue de Shakespeare. Donc vous pouvez tout simplement cliquer dessus et hop, on vous renvoie sur la page en français. On vous propose donc d'incarner des aventuriers ou autres raclures des bas-fonds jetés dans les terribles donjons de la célèbre Ursula, nécromancienne des montagnes interminables. Voilà. Donc en gros, petit dungeon crawler très très léger en termes de matériel et également de durée de partie, de règles, etc. Parce que encore une fois c'est du 8 ans et plus, hein, très très abordable, avec une DA plutôt jolie ma foi, hein. J'aime bien l'aspect, ça colle plutôt bien au thème qui plus est. Et c'est relativement abordable, comme souvent d'ailleurs avec Yeast Games, puisque le print and play, bon lui pour le coup est un petit peu cher à 8€, c'est souvent plutôt aux alentours de 3, 4, 5 dollars un print and play, là pour le coup c'est un peu plus, mais la version physique en Early Bird est à 12€, 12€ également en version physique par Early Bird. Qu'est-ce que ça change? All Dungeon Maps, High Resolution, ok. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas ce que ça change. Green Pledge 12€ également. Donc tous les pledges sont à 12€, que ce soit un Early Bird ou non. Bon, je vous laisserai chercher un petit peu la différence entre les différents pledges. Mais j'imagine qu'il y en a, parce que sinon on ne marquerait pas Early Bird pour le même prix que les autres. Vous pouvez aussi télécharger les règles ici en VF directement. Sinon, on vous explique directement les règles aussi via la chaîne de l'éditeur pour en apprendre un petit peu plus et directement en français qui plus est. Donc allez checker un petit peu ce qui se trame derrière la campagne de Dungeon Pen. Pour l'instant 41 contributeurs, 22 jours avant la fin de la campagne. Continuons tout de suite avec un énième jeu de déduction sociale, comme on en voit très souvent sur Kickstarter et dans le monde du jeu de société en général. On peut encore se demander comment proposer de la nouveauté dans ce secteur, dans cette catégorie de jeux, mais il y a encore des jeux qui réussissent à nous surprendre, comme on l'avait vu il y a quelques années avec Veiled Fate, qu'on a ressorti très récemment après une très longue absence sur la table, et qu'on va ressortir normalement la semaine prochaine, donc 2 fois en 2 semaines, ce serait quand même assez particulier, mais on va le faire, ça y est, cette fois-ci à 4 joueurs en plus, ce sera une première, je crois, on l'a déjà testé à 3, mais jamais à 4, donc voilà, on a hâte de tester. Quoi qu'il en soit, aucun rapport avec Veiled Fate, si ce n'est ce mécanisme de déduction sociale. Il s'agit ici de Galactic Shogun. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué pour le projet canadien qui nous vient de Peter Luo, dont c'est le premier jeu. Et avec 65 contributeurs, ça fait quoi, environ 70% du seuil de financement, peut-être un peu moins que ça. C'est un petit peu compliqué, c'est encore faisable parce que le seuil de financement est assez faible, mais quand même, 65 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne pour un jeu qui dure potentiellement entre 15 et 45 minutes. La fourchette est un peu large pour des parties de 4 à 8 joueurs, donc là encore une fois, il faut avoir une configuration assez particulière. On ne réunit pas forcément facilement 4 joueurs autour de la table, donc sachez-le, 14 ans et plus, pas de VF malgré le projet canadien. On aurait pu espérer une VF, comme c'est parfois le cas des projets canadiens, mais ce n'est pas le cas ici. Pour le reste, jeu de déduction relativement classique. Vous allez avoir un rôle caché, ensuite on va vous donner 4 cartes à chacun des joueurs autour de la table. Vous allez en jouer chacun votre tour, avec bien sûr des effets sur les cartes en question, y compris des échanges de rôles, de cartes de rôle qui vont être amenées à bouger entre les joueurs, et un seul joueur l'emporte à la fin de la partie. Bon,
ça me vend pas du rêve pour être très honnête, mais je suis, pour être tout à fait honnête, pas la cible non plus. Les jeux de déduction sociale sont généralement pas trop notre tasse de thé, on va dire. Si ce n'est... Ensuite, regarde brièvement le pledge de base, j'ai oublié. Tier 1 Samurai, 29$ canadiens, donc 20 € pour une copie du jeu apparemment. Tier 2 Daimyo, ça fait 27 € au lieu de 20. Qu'est-ce que ça change? Une copie, 3 exclusive Holofoil cards. Ouais, d'accord, il y aura des cartes avec un effet un petit peu, comment dirais-je, pas de surbrillance, mais de holofoil, donc de holographique, qui ne sont pas disponibles dans le Tier 1. Bon, est-ce que ça change vraiment beaucoup de choses? Tier 3 Shogun, pareil, donc les holofoils, un art print également, bon, le tout pour 47 €. À vous de voir si vous voulez dépenser pour avoir un petit peu d'artwork en plus. Il y a encore un pledge supplémentaire, le Emperor, à 135 €. Qu'est-ce que ça vient ajouter? La copie est signée, ce qui n'était pas le cas précédemment. Bon, c'est vraiment plus un pledge mécénat qu'autre chose. Voilà donc pour Galactic Shogun. Dans les entrées de la semaine, je me demande si Wastelandia ne serait pas un des plus charmants. Un petit coop ou solo de boss battler, donc en gros vous aurez des combats de boss avec des personnages tout mignons, qui font un petit peu Goonies d'ailleurs dans l'esprit. C'est pour 1 à 4 joueurs en coop, pour 14 ans et plus, pour des parties qui vont osciller entre 45 et 90 minutes, excusez-moi, et les dés sont vraiment sympatoches. Thématiquement, je trouve qu'ils sont vraiment cool. Ils ont une belle allure qui colle bien à l'ambiance du jeu, donc je trouve ça assez sympatoche. Pour l'instant, ceci dit, le jeu galère un petit peu. On est à 45-46% du solde de financement avec 132 contributeurs 27 jours avant la fin de la campagne. Et sachez que c'est le premier jeu de Back to Basics Game Studio qui nous vient de Seattle, donc aux États-Unis. Et donc un petit boss battler avec des personnages asymétriques comme vous pouvez l'imaginer, avec un petit livret à fascicules pour chacun des boss que l'on va venir affronter. Vous imaginez bien que les boss eux aussi auront leurs propres spécificités asymétriques. On aura des cartes d'items, d'équipements que l'on pourra utiliser pour renforcer nos personnages, pour essayer d'imaginer des synergies nouvelles à chaque partie entre les différents joueurs autour de la table, avec des combos explosifs, comment dirais-je, du placement de dés, parce que oui, je ne l'ai pas mentionné comme mécanisme central, parce que oui, c'est un boss battler qui utilise les dés que vous avez aperçus tout à l'heure, mais avec ce mécanisme de placement de dés, donc vous aurez des cartes que vous apposerez sur votre fiche de personnage, et vous aurez des emplacements de dés dessus, et seulement certains des résultats vous permettront d'aller enclencher les cartes en question. L'installation est très rapide, on a du placement de dés comme je viens de le dire, et puis aussi un roguelike progression, puisque les boss se prennent à la suite les uns des autres en stand-alone on pourrait dire, mais il y a aussi une progression linéaire malgré tout, un petit peu à la roguelike, qui fait que finalement, même sans avoir une histoire scénarisée, vous allez progresser sur le long cours, on va dire. Et je trouve qu'encore une fois, les personnages de manière générale, la DA en règle générale, est plutôt agréable. Elle a un style assez particulier qui plaira pas forcément à tout le monde, mais je trouve ça assez charmant de mon côté. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour ce qui est des pledge levels, on va aller directement ici. 47$ pour les Essential Edition, donc la version de base. Ensuite, à 69$, donc quand même 22 € de plus, on aura la Deluxe avec, j'imagine, des upgrades tels que les dés que l'on voit ici. Donc potentiellement, les dés qu'on voit depuis le début de la vidéo sont peut-être pas dans la version de base. Je ne sais pas. J'imagine que s'ils sont mis en avant ici, c'est qu'ils ne sont pas dans le jeu de base. On peut l'imaginer en tout cas. C'est les 8 Essential Dice que je pense apercevoir ici. C'est le Rebel Dice, excusez-moi. Les Essential Dice, lesquels sont-ils? Je ne sais pas. Dual Layer Board, donc on aura du plateau double épaisseur. On aura des Fear Dials qui sont ici des petits compteurs de points de vie peut-être, j'imagine. Donc tout ça pour 22$ de plus que la version de base. Ensuite on a la Super Deluxified Edition qui vient ajouter à cela des tapis de néoprène, des tapis de dés en néoprène. 199$ pour la Ultimate Collector's Edition, donc là c'est encore pire en termes de deluxification. On aura des dés encore différents qui auront des tracés particuliers. À l'effigie du jeu, c'est même écrit Wastelandia sur certaines faces. Pick your favorite baddie, peut-être pour choisir le tapis de néoprène sur lequel on va jeter les dés. On choisira son monstre préféré, j'imagine. Tout ça pour 199€.
Bon, il a fait une approche thématique marketing assez intéressante, qui fait assez pro finalement. La page est plutôt bien présentée. On peut le tester sur BGA d'ailleurs. Ça aussi c'est intéressant. On a souvent du TTS, mais BGA c'est plus rare, surtout pour des primo-éditeurs. Mais pour le coup, celui-ci a l'air d'être relativement intéressant. C'est dommage qu'il ne soit pas disponible en VF a priori, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, de manière générale, je trouve la campagne relativement sympatoche. J'aurais presque pu la placer dans les plats principaux de la semaine. Je me suis un petit peu limité au nombre de contributeurs qui était un petit peu léger, et le seuil de financement un petit peu éloigné. Mais c'est vrai que c'est un projet qui fondamentalement est relativement intéressant. Voilà pour Wastelandia. Les amateurs de Cthulhu seront ravis d'avoir leur jeu quasi hebdomadaire avec Cohort Cthulhu Tactics Adventure Wargame, un jeu de guerre, mais cette fois-ci avec des créatures Cthulhu-esques, on va dire, mais dans la Rome antique. Ça, c'est une approche un petit peu originale pour le coup. C'est du solo slash coop dans lequel vous aurez donc les armées romaines qui seront amenées à se confronter à des monstres, des hordes de monstres et de cultistes de l'univers de Cthulhu. Donc oui, pourquoi pas, la thématique est assez originale. Alors par contre, vous le voyez, hein, vous l'imaginez, vous allez dépenser masse de caillasse si vous êtes intéressé pour ce jeu, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de décor potentiellement, et donc ça va douiller. Alors bien sûr, vous pouvez choisir les pledges de plus bas niveau qui eux sont relativement accessibles parce que c'est des STL. Voilà, les miniatures de STL que vous voyez ici, donc il faudra les imprimer vous-même ou les faire imprimer par quelqu'un que vous connaissez, avec seulement le livret de règles et le prologue. Ça fait déjà 30 livres. Donc pour des fichiers à imprimer vous-même, ça va vous coûter un peu d'argent, et seulement le prologue et les règles du jeu. Et en plus, c'est les mini pour jouer le prologue seulement, bien sûr. Donc c'est pas toutes les mini. Hein. Ensuite, vous avez le Cohort Commander, ça c'est le prologue. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ah non, c'est que les livrets de règles et le prologue sont en version physique, ainsi que les miniatures qu'on a vues tout à l'heure. Donc ça c'est déjà 60 livres, c'est quand même un petit peu cher déjà, pour 16 miniatures. Ensuite, Legion Legate, 130 livres, on fait un petit bond, avec cette fois-ci bien plus de miniatures, certes, mais bien plus d'euros à dépenser également, ainsi que les dés, des tokens, etc. Ensuite, on a Avatar of the Outer Gods, 450 livres. Alors oui, vous avez une grosse miniature, un petit peu Cthulhuesque, encore une fois, avec des éléments de décor, etc. Mais là, ça commence directement à douiller encore un petit peu plus, comme vous pouvez l'imaginer. Et ensuite, en add-on, vous pouvez ajouter des éléments de gameplay ou de décor en plus de ci, de là, comme vous pouvez l'apercevoir ici. Voilà, donc les niveaux de pledge sont du tout au tout, enfin ça change du tout au tout, d'un pledge à l'autre ça peut coûter très cher potentiellement, mais bon, vous vous y attendiez en voyant ne serait-ce que l'illustration d'accueil de la page, bien sûr que c'est un jeu qui va coûter cher. Si on est fan, ceci dit, de jeux de coop et d'univers de Cthulhu, marié avec un truc qu'on n'attendait pas forcément, à savoir l'Empire romain, ça peut être séduisant malgré tout son papier. D'ailleurs, on voit qu'il y a quand même 400 contributeurs au moment où je vous parle, et 57 000 € d'engrangés. On est à quelques encablures du financement, ça devrait se faire dans la journée à mon avis. Lorsque la vidéo sera postée, ce sera déjà le cas à mon avis. 29 jours donc avant la fin de la campagne pour Cohort Cthulhu. Avant-dernière entrée de la semaine, All Time Wrestling, cette fois-ci nouvel épisode avec Rumble in Abu Dhabi. C'est la 3e itération de All Time Wrestling sur Kickstarter. C'est donc l'œuvre de Cation Arts. Ils avaient d'abord pondu All Time Wrestling, le jeu de base, qu'on a reçu récemment Xavier et moi-même. Ils avaient publié une annonce sur un groupe Facebook de créateurs de contenu pour savoir qui serait intéressé pour en faire une vidéo. On s'est proposé, enfin oui, je me suis proposé parce que je sais que Xavier adore le catch. Moi, bon, le catch, j'ai rien contre, mais disons que je m'en tape les baloches sur le plafond jusqu'à production d'étincelles. Voilà. Mais ceci dit, j'ai essayé le jeu avec Xavier déjà une première fois. On a fait, je crois, une seule partie pour l'instant. Et c'est vrai que c'était sympa. Un petit jeu de duel dans lequel on va incarner différents catcheurs, licenciés ou non. Licenciés donc des vrais catcheurs, mais plus en activité pour le coup. Ou des catcheurs pour le coup imaginés pour l'occasion, hein, pour le jeu, pour amener un petit peu plus de profondeur au roster, comme on dit. Ensuite, ils avaient publié All Time Wrestling Extreme Edition, ça pour le coup, on l'a pas. Et ils reviennent avec All Time Wrestling Rumble in Abu Dhabi, qui pour l'instant, avec 180 contributeurs,
a atteint son seuil de financement assez rapidement. Bon, il était très très faible, soyons honnêtes, avec 19 000 € d'engrangés 16 jours avant la fin de la campagne. Ceci dit, effectivement, sur BGG, le jeu de base en tout cas, que nous avons pu tester avec Xavier, et sur lequel on fera une vidéo dans les mois à venir, j'imagine, est très sympa. Il n'y a pas encore de VF, c'est ça qui est un petit peu dommage pour le coup, mais le jeu est assez sympatoche. Ça se sort assez facilement parce que c'est un jeu qui va durer entre 30 et 90 minutes, mais quand vous faites un duel, vraiment un contre un, généralement j'aurais plutôt tendance à dire que après une ou deux parties, quand vous connaissez bien le jeu, une demi-heure, 40 minutes c'est bien le maximum, un petit peu à la Dice Throne on pourrait dire. Même si le gameplay est différent, hein, vous allez voir par la suite. Pour le coup, qu'est-ce que vient ajouter All Time Wrestling avec cette nouvelle extension, donc enfin extension slash standalone, Abu Dhabi Rumble. Il y aura cette fois-ci des matchs Rumble, justement, des matchs 3-way et 4-way, ainsi que 9 nouveaux combattants. Comme je ne suis pas du tout connaisseur en catch, le Rumble, le 3-way, le 4-way, c'est pas des trucs qui me parlent beaucoup. Est-ce que c'est pas des matchs 1 contre 1 contre 1 ou 1 contre 1 contre 1 contre 1? Je ne sais pas, ou en équipe, mais je crois que les matchs en équipe existaient déjà dans une mouture précédente, auquel cas c'est pas une nouveauté. Donc à mon avis c'est plutôt ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir du 1 contre 1 contre 1 potentiellement, mais à confirmer. Et donc parmi les 9 nouveaux personnages que l'on pourra jouer, il y aura donc Surgeon Slaughter, Junkyard Dog, Kamala, Nick Aldis, Johnny Oldtime, Brian Pillman, Dynamite Kid, OMZ, et Gilgamesh. Lesquels sont véritables, lesquels ne le sont pas et sont imaginés pour le jeu, aucune espèce d'idée là-dessus. Xavier pourrait vous répondre, moi j'en suis bien incapable. Boîte de base, extension Extreme que l'on voit ici. D'ailleurs dans la boîte de base, il y avait André le géant, qui était un Français qui s'était qui s'était installé aux États-Unis pour faire du catch. Un mec énorme qui devait faire 2m15, 2m20, je sais plus. Ça je connais pour le coup. C'est donc, je l'ai dit tout à l'heure, 8.5 sur BGG, mais attention, prenez ça avec des pincettes. C'est un jeu qui n'a pas beaucoup d'évaluation sur BGG. Donc, bon, j'ai l'habitude, moi, de me penser, quand je regarde une page BGG, s'il y a moins de, au moins 100 ou 200 évaluations, pas trop prendre en compte la note. Je ne suis pas allé voir exactement combien il y avait d'évaluations, j'ai oublié. Mais il n'y a pas tant que ça, donc à prendre avec des pincettes. Ceci dit, pour la première partie, donc vraiment très premières impressions, pas du tout un avis informé. La première partie qu'on avait fait, c'était relativement sympa. On a donc différents personnages, avec toujours 4 cases qui représentent leur spécificité en termes de compétences asymétriques. Et on a aussi un petit plateau de points de vie et d'énergie qui vont être amenés à évoluer et qui ont aussi des bases de départ différentes. Hein. Chaque personnage va avoir plus ou moins d'endurance, plus ou moins d'énergie, de dynamisme, on va dire, selon le profil du joueur. Et ensuite, on aura des cartes pour chacun des personnages, des cartes d'attaque qui pourront éventuellement aussi être utilisées pour faire des combos. Il y aura aussi des jets de dés pour voir si l'on réussit ou non notre attaque. On va potentiellement pouvoir influencer un peu la probabilité de réussir ou d'échouer une attaque justement au cours de la partie en faisant plus ou moins évoluer notre combattant. Donc ça marche plutôt pas mal. Ça c'était le pledge de base, oui c'est ça. Pledge de base à 49 $, donc. Ensuite on a un pledge à 79 $ qui vient ajouter 3 combattants supplémentaires, donc qui n'étaient pas dans la boîte de base. Donc Dynamite Kid, Johnny Oldtime, Brian Pillman, attention, ces 3 là ne sont pas dans la boîte de base, même s'ils font partie de la nouvelle saison. Avec leur carte d'attaque, leur plateau individuel. Ensuite, est-ce qu'on n'aurait pas les personnages de la première saison aussi? 8 Rumble Bio Cards enabling Rumble matches with the legends from previous releases. Peut-être bien effectivement qu'on aurait la capacité de jouer avec les autres personnages sortis jusqu'à maintenant. Bio Cards. Mais est-ce que les cartes d'attaque des personnages en question sont disponibles aussi? Ou est-ce qu'on utilise des cartes de cette extension? Pas tout à fait clair, mais apparemment c'est jouable aussi. 109 $ si vous voulez ajouter à cela un playmat de votre choix pour une plus grande ergonomie. Voilà, ça change pas grand chose, mais c'est vrai que c'est sympa toujours. Ensuite, vous pouvez aussi mettre la main bien sûr sur les précédents épisodes, on va dire, de la licence de All Time Wrestling, mais je n'arrive pas à retrouver ça.
Vous pouvez le tester sur TTS aussi quelque part, j'ai oublié où précisément, mais il est testable sur TTS ou Tabletopia. Voilà, Tabletopia ici. Ensuite, voilà, ici en add-on, vous pouvez backer All Time Wrestling All or Nothing, donc c'était la première mouture du jeu, avec donc André le géant, à 85$. Et ensuite, il y a aussi donc All Time Wrestling Extreme pour 34$, donc c'est une sorte de petite extension qui venait acheter de nouveaux personnages, peut-être aussi des nouveautés en termes de gameplay, j'imagine. Puis, ma foi, c'est peut-être tout. En Stretch Goals, je vois qu'il y a peut-être de nouveaux personnages encore, hein, peut-être. Ah non, c'est de nouvelles attaques, peut-être. Hein. John Morrison, je ne l'ai pas encore vu, ceci dit. Mais il y a peut-être des nouvelles attaques, de nouvelles cartes à utiliser. Il y a, je vois un personnage de Abraham Lincoln aussi, qui va potentiellement être débloqué. Ça, c'est un peu amusant du coup de pouvoir combattre avec Abraham Lincoln. Et puis, ma foi, c'est à peu près tout. Je passe sur le shipping, hein, vous pouvez l'apercevoir un petit peu ici, mais comme c'est une entrée et non un plat principal ou un dessert, je passe rapidement là-dessus. Voilà donc pour ce qui est de All Time Wrestling Rumble in Abu Dhabi avec environ 180 contributeurs, 16 jours avant la fin de la campagne. On vous en parlera, pas d'ici la fin de la campagne, on n'aura pas le temps, mais dans quelques mois j'imagine, parce qu'ils sont un petit peu à la recherche de localisation à l'étranger, bien sûr, notamment en France. Je ne sais pas si le public fan de catch est très très présent en France. Je n'ai pas l'impression, mais je me trompe peut-être. On verra s'il y a un public pour ça, mais en tout cas le jeu lui-même est plutôt sympa. Voilà donc pour les entrées de la semaine, on va maintenant pouvoir passer aux plats principaux. Non, je dis une connerie parce qu'il en reste une entrée, et on va tout de suite donc la voir. Et donc cette fameuse dernière entrée, il s'agit de Tales of Realms and Ruins. Et là pour le coup je suis assez déçu parce que je le suis un petit peu depuis 2-3 mois, j'ai discuté un petit peu avec l'auteur également, pas pour avoir un prototype, mais plutôt pour voir si pour avoir des informations concernant sa pré-campagne, ses objectifs, etc. Pour voir si on pourrait potentiellement être intéressé en tant qu'agence de licence pour laquelle je bosse, pour le signer. Le truc c'est que le projet lui-même a l'air d'être plutôt sympa, c'est plutôt joli, hein. Regardez sur la table, ça présente plutôt bien, c'est joli, j'aime bien. Mais il a approché sa campagne de manière un petit peu amateur, il n'y avait pas du tout de marketing, il n'y avait pas des masses de budget, ce qui ça en soi est pas du tout une critique, mais c'est vrai que du coup, pas de budget, pas de marketing et se lancer sur GameFound, c'est un petit peu compliqué. Donc du coup on se retrouve avec 50 backers en fin de première semaine, et avec un seuil de financement à 16 000 €, actuellement 18% de financement, ça risque d'être très compliqué pour Tales of Realms and Ruins, même s'il reste 29 jours avant la fin de la campagne. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 1 heure, pour 14 ans et plus, même si c'est un jeu relativement accessible, et on est sur un jeu qui va mêler du contre-territoire, du deck building, compétitif, attention, et qui va vous proposer un univers un petit peu de epic fantasy, comme vous le voyez ici, assez sombre, dans lequel le plateau sera composé de 3 parties, avec le village, le château, et j'ai oublié le truc, Magic Realm, donc l'univers un petit peu magique, et ces 3 parties d'un seul plateau, mais elles sont indépendantes physiquement les unes des autres, et donc vous allez potentiellement être amené à retourner telle ou telle partie parmi les 3 que vous voyez ici, du plateau central, et ça va faire évoluer le gameplay. D'ailleurs, est-ce que je pourrais vous montrer ça? Voilà, vous voyez les délimitations entre les 3 parties ici. Donc Build Your Deck, c'est l'aspect de deck building, bien évidemment. Là, vous voyez que le château qui était ici a été retourné sur sa phase plus sombre, parce que les Other Siders vont chercher à prendre possession de l'univers de Tales of Realms and Ruins, et bien sûr les faces alternatives vont avoir des effets différents, plus ou moins néfastes. Vous allez choisir parmi plusieurs héros qui vont bien sûr avoir leur propre spécificité, donc un petit peu d'asymétrie là-dedans aussi. Il y aura des événements qui vont venir impacter le jeu également. Voilà, relativement joli. C'est plutôt pas mal pour une première tentative pour un primo-éditeur. L'ensemble présente quand même plutôt pas mal. Le gameplay a l'air d'être intéressant sur le papier. Je ne l'ai pas testé, donc je ne saurais pas vous en dire beaucoup plus, mais je suppute qu'il y a un petit peu de potentiel pour en faire un jeu assez sympa, mais
malheureusement, ça risque d'être un petit peu compliqué d'aller chercher le financement dans les conditions actuelles de la campagne. Et pour le coup, c'est aussi un poil cher pour un primo-éditeur avec un matos relativement modeste, 55 € pour une copie de Tales of Realms and Runes. L'avantage, c'est qu'il n'y a qu'un seul niveau de pledge, donc forcément c'est le most popular, ça fait sens pour le coup, mais ça risque d'être un petit peu compliqué malgré tout. Et pour le reste, il n'y a pas grand chose de plus à les dire, hein. Je ne vais pas passer trop de temps puisque le jeu est un peu en train de galérer, donc ça va certainement annuler, et ça reste une entrée, donc on reste assez succinct. Cette fois-ci, c'était bel et bien la dernière entrée de la semaine, on va pouvoir passer aux plats principaux, assez peu nombreux cette semaine, vous allez voir aussi. Button Shy Games est de retour, encore une fois, avec cette fois-ci un projet assez particulier, c'est le 65e projet sur Kickstarter de Button Shy Games. Cette fois-ci c'est donc Mysticana qui est l'œuvre de Dustin Dobson et de Jamie Toole. Dustin Dobson, vous le connaissez entre autres pour La Crypte de Sedlec, il me semble que c'était lui. En tout cas c'est un éditeur, enfin pas un éditeur, un auteur qui est souvent amené à produire des jeux chez Button Shy Games, on l'a déjà vu à plusieurs reprises. Et l'avantage de la campagne de Mysticana, c'est que je vais aller assez rapidement parce qu'en réalité, Mysticana, c'est pas à proprement parler un jeu, c'est un set de cartes assez abstraites mais très jolies pour le coup, qui sont en fait une porte d'entrée vers différents types de jeux, différents sets de règles que vont proposer les auteurs, peut-être même d'autres auteurs à l'avenir sur le même set de cartes. Donc en fait, ce n'est pas un jeu, c'est ici 3 jeux. Vous voyez ici un 3 Core Games et aussi 2 extensions, donc en fait c'est presque 5 jeux à proprement parler. Mais avec un set de cartes commun, et ça va venir à s'enrichir au fur et à mesure que ce jeu évolue en fait tout simplement. Donc certainement qu'au cours des 12 mois à venir, j'ai vu ça sur la page de la campagne, il y aura encore 1, 2, 3 extensions avec encore d'autres jeux, donc vraiment d'autres systèmes de jeux utilisant les mêmes cartes. Pour l'instant, comme souvent avec Button Shy Game, parce qu'ils ont une base de fans assez solide et assez fidèle, ils ont quand même 1312 contributeurs sur ce projet assez mystérieux pour le coup, 7 jours avant la fin de la campagne toujours assez courte avec Button Shy Games, et près de 25 000 € d'engrangés. Alors on le voit, ces cartes sont quand même très très belles, on a des suites de cartes qui fonctionnent un petit peu à la feuille, papier, ciseaux, pierre, papier, ciseaux, excusez-moi, pierre, papier, ciseaux, à savoir que le papier sera donc par exemple l'eau, le ciseau ce sera le feu, et la pierre ce sera la terre par exemple. En bref, vous aurez donc un système de une carte va battre l'autre, qui va battre l'autre, qui va battre l'autre. 3 choix, c'est relativement simple. Il y aura aussi des chiffres qui iront de 0 à 6, le 0 étant pas forcément plus faible, mais il y aura des caractéristiques propres à chacune des cartes, en fonction aussi de leur valeur et donc de leur couleur, comme vous l'imaginez. Et parmi les 3 jeux disponibles, il y aura notamment Nine Perils, qui lui pour le coup est un mode solo, qui sera une sorte de petit puzzle à arranger. Ensuite, à 2 joueurs, vous aurez Sorcerer's Showdown, toujours par les mêmes auteurs, avec encore une fois les mêmes cartes, mais juste des règles différentes. Et finalement, de 2 à 4 joueurs, vous aurez également The Path Ahead. Encore une fois, un gameplay un petit peu différent. Ensuite, parmi les extensions proposées dans cette campagne, vous aurez Cave of Djinns, qui vient pour le coup ajouter de nouvelles petites cartes que vous voyez ici, hein, les fameux djinns. C'est un mode solo pour le coup, une sorte de pose de tuiles, sauf que les tuiles sont des cartes. Et ensuite, vous avez Arcane Artifacts, qui vient là encore une fois rajouter des cartes, et qui se jouera cette fois-ci de 2 à 6 joueurs. Et comme vous le savez, les jeux de base chez Button Shy Games, c'est 18 cartes, donc 18 cartes en ajoutant quelques cartes avec l'extension, peut-être 6, généralement c'est 6 les extensions chez eux, ça fait 24 cartes. 24 cartes pour jouer à 6 joueurs, ça fait assez peu de cartes en réalité par joueur autour de la table. Donc je serais curieux de voir ce qu'ils peuvent proposer en termes de gameplay, de profondeur, de rejouabilité avec ça. Voilà, pour le reste, je vais aller, encore une fois je l'ai dit, hein, assez rapidement parce que je ne peux pas vous en dire tellement plus, vu qu'il ne s'agit pas d'un jeu mais de plusieurs jeux, tout du moins d'un set de cartes et de mini-règles qui pourront ensuite venir s'enrichir de différents modules à l'avenir. Le pledge de base, comme souvent avec Button Shy Games, c'est 12$. Bon, après vous avez du print and play à 4$ si vous êtes intéressé, mais 12$ pour Mysticana plus l'extension Cave of Djinns. 12$ également pour des backers internationaux.
14 si vous prenez les deux extensions, donc Cave of Jinns ainsi que Arcane Artifacts. Mais comme à l'accoutumée, je vous dirais aussi que le shipping est diablement pas intéressant pour les backers autres que américains, puisque pour un jeu à 12$, voire 14 si vous prenez les deux extensions, si vous êtes en Europe, c'est 20$. Donc il faut ajouter des jeux en plus. L'avantage c'est qu'avec Button Shy Games, généralement vous pouvez ajouter jusqu'à 2 jeux supplémentaires ou des extensions supplémentaires pour essayer de rentabiliser un petit peu les frais de port parmi leur catalogue présent jusqu'à maintenant, mais le mieux c'est quand même d'attendre la sortie en VF, puisqu'on peut imaginer que la gamme des micro-games, je crois, ça s'appelle comme ça, de Matago est essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement basé sur le catalogue de Button Shy Games, donc on peut imaginer que Mysticana devrait voir le jour certainement en français dans les mois ou années à venir. En tout cas, pour l'instant, ça se porte plutôt pas mal, avec 1313 contributeurs, 25 000 € d'engrangés, 7 jours avant la fin de la campagne pour Mysticana. Une campagne pour 4 jeux. Mais qui fait ça? Qui fait ça? Ça me saoule. Non, il y a un autre éditeur qui fait souvent 3 jeux, c'est Allplay, donc anciennement Board Game Tables. Mais ils ont lancé une sorte de mode parce que c'était un des seuls éditeurs qui réussissait à faire des campagnes avec plus d'un jeu en une seule campagne et qui réussissait à faire des gros chiffres. Du coup, on en voit de plus en plus, et notamment 25th Century Games, c'est le cas ici, sauf que eux, pour le coup, ils se démarquent un peu, ils disent pas non, on fait pas 3 jeux en une campagne, on en fait 4. Et pour le coup, c'est 4 jeux relativement petits, hein, on va le voir que par l'aspect et par le prix et par le gameplay également, ce sont des jeux qui sont assez faciles à sortir, assez faciles à acheter également, ils ne sont pas trop chers. Et ils ont généralement plutôt de la gueule, hein. C'est vrai qu'on voit notamment aux illustrations, ici pour Wine Cellar c'est Vincent Dutray, ici pour Grand Central Skyport c'est Andrew Bosley, donc Monsieur Everdell entre autres. Pour les deux autres j'ai oublié, mais Big Sur est assez joli aussi, Sand Art c'est un peu plus abstrait du coup. Quoi qu'il en soit, Big Sur, Grand Central Skyport, Sand Art et Wine Cellar, ce sont les 4 jeux de la campagne de 25th Century Game, la 17e campagne de l'éditeur américain, pour lequel, enfin non, pas pour lequel, que vous connaissez notamment pour d'autres jeux tels que Agueda, Colorfield, on avait vu quoi aussi, Blason, qu'on avait, je crois que c'est la seule vidéo qu'on avait fait comme ça, pour laquelle on avait fait une review sur TTS. On déteste TTS, mais Blason, le thème nous parlait un petit peu. Xavier, à l'origine, était une formation d'historien, donc on s'est dit pourquoi pas. C'était sympatoche, mais pas mémorable non plus. Gartenbau, qu'est-ce qu'on avait vu encore de chez eux, Kingswood également. Bref, ils ont sorti quelques jeux qui n'ont pas fait d'énormes succès. C'est pas un éditeur qui fait des énormes chiffres de manière générale, mais ils arrivent toujours plus ou moins à financer. Et du coup, c'est le cas à nouveau avec Big Sur, Grand Central, Skyport, Sand Art et One Cellar. Puisque actuellement ils sont à 580 contributeurs 13 jours avant la fin de la campagne et 25 000 € d'engrangés. Pourquoi j'aime pas les campagnes à 3 ou 4 projets? Pas parce que le principe me dérange fondamentalement, mais simplement en tant que créateur de contenu, c'est-à-dire qu'il faut que je traite 4 jeux sur ce qui est ici pour le coup ici, un plat principal. Donc j'ai un plat principal, c'est 5 minutes, mais comme il y a 4 projets en un, du coup ça va forcément dépasser, donc ça me saoule. Donc je vais aller assez rapidement. Sand Art, vous allez remplir des bouteilles avec du sable de couleur. Voilà, c'est très abstrait, mais c'est joli, c'est feel good. Wine Cellar, vous allez avoir des enchères pour acquérir des bouteilles de vin de meilleure qualité. Voilà, relativement classique en termes de gameplay. Big Sur, vous allez construire une route, une des fameuses routes, pas la route 66, mais une très célèbre route américaine. Et puis ce qui, selon moi, est le plus intéressant, c'est Grand Central Skyport, sur lequel on va peut-être s'apesantir un tout petit peu plus. Mais vous avez déjà des très petits résumés ici de la thématique, de l'approche thématique de chacun des jeux. Alors, Wine Cellar ici, 15$, donc je l'ai déjà dit, hein, une sorte de set collection avec des enchères, avec les illustrations de Vincent Dutray, donc c'est plutôt joli. Big Sur, pareil, 15$ également, vous allez donc construire une route, laquelle, ça j'ai oublié, une route sur la côte Pacifique, avec donc des voitures, des items, des petits logos, des prérequis, bref, etc. Rien de très particulier. Ça peut être sympa, c'est pas un jeu qui m'attire terriblement parce que la thématique me parle pas outre mesure. Un peu plus cher, 20$ pour Sand Art,
très abstrait, on va remplir des bouteilles avec du sable. Il y a un aspect de figure à respecter, on va dire, pour faire plus de scores, enfin pour faire plus de points que vos adversaires autour de la table. Ça me parle pas non plus, mais fondamentalement, c'est peut-être pas désagréable. Et puis finalement, Grand Central Skyport, qui pour le coup me plaît un peu plus, et je crois que c'est un petit peu le cœur, la substantifique moelle de cette campagne, puisque c'est le seul jeu à avoir une boîte un peu plus conséquente, et surtout avoir 2 éditions. On a ici l'édition standard à 30$, avec ce petit plateau circulaire, donc un peu façon rondelle, hein, le mécanisme de la rondelle, avec du set collection, avec du pattern building. C'est assez intéressant sur le papier, vous allez voir. Et également la version deluxifiée, ici à 40$, qui vient ajouter des petites miniatures, donc de ballons dirigeables, on va dire, ainsi que des tokens en acrylique, plutôt que le carton que l'on voyait. Voilà, ici. Sinon, vous pouvez aussi baquer les 4 d'un coup, petite ristourne au passage, 65$ au lieu de 110 en boutique. Ensuite, même chose, All 4 Games mais Deluxe, donc c'est 10$ de plus, mais c'est pour la différence de Grand Central Port. Je pense que c'est la seule différence. Hein. Oui, c'est ça, c'est Grand Central Skyport en Deluxe. Donc c'est la même différence que entre le jeu de base et son Deluxe. Donc il n'y a pas vraiment de réduction pour le coup ici. Va commencer à vriller, je pense que vous l'entendez. Je vais essayer de faire aussi vite que je peux. Je passe assez rapidement sur les autres parce qu'il ne m'intéresse pas outre mesure, mais quand même sur Grand Central Skyport qui me semble être un peu plus intéressant. C'est pour 2 à 4 joueurs, pour 60 minutes la partie, pour 14 ans et plus. Et vous avez donc ce système de rondelles. Vous avez dans la version de base des versions de ballons dirigeables en acrylique. Moi je trouve que ça correspond très bien, enfin ça fait très bien le job. Il n'y a pas besoin de chercher les miniatures en 3D. Donc la version de Deluxe ne m'intéresse pas outre mesure. Ceci dit, vous verrez que je ne vais pas backer ce jeu parce que les frais de port pour des jeux de ce prix-là sont un peu pétés, pour le Japon en tout cas. Et donc le How to Play, Arrival, vous avez placé une carte sur un côté de votre station de départ. Ensuite, l'action Skyport, vous allez bouger des cartes en fonction de ce que vous propose de faire les cartes que vous avez posées, donc les cartes de Arrival. Vous voyez qu'il y a des modifications de position qui sont écrites dessus. Donc vous allez être amené à faire bouger vos ballons dirigeables d'un tour à l'autre en fonction des cartes que vous aurez placées. Ensuite, vous aurez des tycoons, donc des sortes de mécènes, de grands financiers, de personnes très riches, qui vont potentiellement être activés en fonction de ce que vous aurez réussi à placer et qui vont pouvoir se connecter à des cartes de station, comme vous le voyez ici avec le petit cartouche. Peut-être une manière de scorer des points notamment. Et puis ensuite, l'action de Acquire, vous allez bouger sur cette fameuse rondelle, avec les emplacements que vous apercevez ici, ici, ici par exemple, pour acquérir de nouveaux ballons dirigeables, pour acquérir de nouvelles stations, ou pour attirer de nouveaux tycoons dans votre main. Donc il y a un petit peu de pattern building, un petit peu d'aspect puzzle mouvant, qui est assez intéressant pour le coup. Et en plus, l'illustration de Andrew Bosley, c'est quand même assez joli également. Voilà. Et puis ma foi, c'est à peu près tout, parce que Big Sur et One Seller, je passe assez rapidement, encore une fois. Par contre, le shipping, disais-je, One Game or All 4 Games, à vous de choisir ce que vous voulez. Mais par exemple, pour la France, la Suisse, ou encore, j'imagine, la Belgique, que j'ai pas aperçu, ouais, qui est là, ici, Belgique, 15$ pour un jeu, 20 pour les 4. Donc bien sûr qu'en termes de frais de port, vous êtes encouragé à prendre les 4. C'est assez évident et c'est stratégiquement tout à fait normal. Ensuite, nous qui sommes au Japon, c'était ici, Japan, 30$ pour un jeu, sachant que le jeu qui m'intéresse, Grand Central Skyport, dans sa version de base, coûte 30$. Donc vous comprenez que du coup ça en fait un jeu pas du tout intéressant, parce que les frais de port sont aussi conséquents que le prix du jeu lui-même, ou 35$ pour les 4 jeux, mais fondamentalement les autres m'intéressent pas outre mesure. Wine Cellar, pourquoi pas, mais je pense que c'est en partie parce que c'est bien illustré par Vincent Dutray, et c'est tout. Donc, c'est pas pour moi, mais quand même, je suis un petit peu intéressé par Grand Central Skyport, que j'aimerais bien essayer un jour. 580 contributeurs, 25 000€ d'engrangés, 13 jours avant la fin de la campagne. Pas de VF malheureusement pour cette campagne non plus. Ici aussi ça va aller assez rapidement, puisque Never Rift, c'est à nouveau un jeu de cartes à collectionner. On en a vu pas mal ces derniers temps quand même. Hein. Il y a quelques mois, il y avait ce jeu français, j'ai oublié le titre, mais qui avait très bien marché, qui avait une très belle DA, dont on avait eu un petit peu parlé à Cannes aussi d'ailleurs,
qui a fait des très très bons résultats, genre 10 000 backers, un truc comme ça, donc c'était vraiment un gros succès. Le mois dernier, on avait eu un jeu qui, lui, avait commencé très fort, mais qui avait créé la polémique parce que les artworks étaient faits par IA exclusivement. La page de Kickstarter avait sauté, puis elle était revenue. Bref, j'ai un peu oublié aussi le projet, je sais plus comment ça s'appelait, parce que fondamentalement, les TCG, donc les Trading Card Game, ça m'intéresse pas. Et du coup, Never Rift ne fait pas exception à la règle, même s'il a un gameplay de jeu de plateau, comme on va le voir ici. D'ailleurs, c'est marqué un Never Rift The Board Game, en plus des cartes, des boosters, etc. 815 contributeurs, 19 jours avant la fin de la campagne, 180 000 € d'engrangés. Vous imaginez bien qu'avec une telle somme, le prix du pledge est pas si léger que ça. Après, ça dépend de ce que vous choisissez, bien sûr. Mais si vous êtes fan de TCG et que vous avez les moyens, bien sûr que vous allez pouvoir dépenser de l'argent, bien sûr que vous allez pouvoir hypothéquer votre famille. Never Rift, donc on a du deck building façon TCG, donc de la collection de cartes plus ou moins rares, plus ou moins puissantes, etc. Ensuite, c'est un jeu de positionnement tactique, c'est-à-dire que vous allez avoir une grille qui, je crois, sera plus ou moins grande en fonction du nombre de joueurs autour de la table. Et donc, vous allez être amené à poser une carte à un emplacement, potentiellement la faire mouvoir d'un tour à l'autre pour mieux vous confronter à votre adversaire et aux monstres, aux différentes cartes que lui possède. Apparemment, le mécanisme de mouvement, de déplacement des cartes est innovant. Prenez ça avec des pincettes, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, je ne sais pas. Le gameplay se veut très facile, accessible, mais profond malgré tout. Donc le fameux truc habituel du easy to learn, hard to master, vous connaissez un petit peu le truc. Changeable boards, je crois que c'est ça, en fonction du nombre de joueurs autour de la table. Peut-être que les plateaux sont plus ou moins grands, je ne sais plus. C'est pour des parties de 20 à 60 minutes. Ça dépendra de la grille, donc du nombre de joueurs aussi. Et c'est pour 2 à 5 joueurs, même si j'imagine que c'est quand même plutôt un jeu de duel à la base. Vous avez donc parmi la gamme de Never Rift le board game, donc le jeu de plateau, avec le gros plateau que vous voyez ici, avec des tokens, avec des sets de cartes prédéfinis. Et ensuite, pour ceux qui sont vraiment fans de TCG, donc l'aspect plus collection et enrichissement de deck, etc. Là, vous aurez aussi des booster box, bien évidemment. Vous aurez aussi des sleeves pour protéger vos cartes, et puis des playmats également. Le premier pledge, c'est un pledge board game pour le coup, donc le jeu de plateau à 39 €. En gros, vous aurez des sets de cartes de base, le plateau, les tokens, etc. Et vous jouez uniquement avec ça. Du coup, avec du déplacement tactique, etc. Combat, donc ce que je vous ai mentionné un peu plus tôt. Ensuite, vous faites un gros bond de environ 70 $ pour le Basic Bundle, qui n'est pas si basic, hein, c'est comme 108 $, pour avoir donc le jeu de plateau, plus 20 boosters, sachant que chaque booster comporte 8 cartes. Donc ça vous fait en gros, calcul mental, 160 nouvelles cartes. Ensuite, on a le Advanced Bundle, 450 boules. PIB du Tadjikistan, envolé. Basic Edition, donc c'est la même chose que ça, mais avec cette fois-ci 6 booster box. Donc là, tout à l'heure, on était à 164. Vous multipliez ça par 6. Ça fait un paquet déjà. Ensuite, Exceptional Bundle, 900 €. Vous vendez un rein. 12 boosters ainsi que 2 pre-production cards, exclusivité Kickstarter, et 2 playmats. C'est pas fini. Remarkable Bundle, 1799 €. Bon, on dépasse le SMIC. 24 boîtes de boosters. Mais bon, là, c'est peut-être plutôt pour les boutiques en réalité, ou les collectionneurs qui ont vraiment que ça à foutre. C'est pas fini. Unprecedented Bundle, 3500 €. 3500 €. C'est un très bon mois de salaire, 3500 €. 48 boosters. Les playmats. Une carte sérialisée. Donc voilà, c'est une carte unique. Il y en aura 50. Donc a priori, j'imagine que le Unprecedented Bundle, il va y en avoir 50 aussi. Il est là. Ouais, 39 sur 50, oui. C'est limité à 50. Il n'en reste plus que 11 au moment où je m'enregistre. Et comme souvent avec les TCG, je sais pas, c'est un trip apparemment, des uncut printing sheets. Donc des grandes feuilles qui comportent des cartes non découpées. Pour la collection, pour revendre plus cher par la suite, je ne sais pas. En add-on, vous pourrez prendre encore plus de boosters si vous le souhaitez, des playmats, etc., etc. Pour le reste, le gameplay, je ne vais pas passer trop de temps, mais vraiment, placement de cartes sur une grille,
Il y a des effets qui s'appliquent pour essayer de vaincre les autres cartes autour de la table si elles appartiennent à des adversaires. Déplacement stratégique. En quoi est-il innovant? Ils disent qu'il l'est, je ne sais pas. J'ai pas fouillé suffisamment. La direction artistique est certes plutôt jolie. Je suis pas conquis non plus. Je trouve ça relativement neutre, relativement quelconque, mais plutôt joli, certes, ça j'en conviens. Tout à fait. Et voilà, ma foi, ça prête tout. Est-ce qu'il y a moyen de le tester quelque part? Digital version. Il est disponible ou il sera disponible? Apparemment, il est disponible sur Android et sur iOS avec une sortie Steam prévue également. Donc vous pourrez aussi le jouer, si le jeu vous plaît, sur version mobile. Bon, avec toujours le risque habituel des versions mobiles, est-ce que ça va pas tuer le jeu physique? À voir, je ne sais pas. Les différentes factions que vous pourrez jouer, etc. etc. Et rapidement, est-ce que je peux vous trouver, voilà, les frais de port, ouais, c'est ça. Les frais de port, donc pour l'Union Européenne, 15, 18, 20, 30, 45, en fonction de ce que vous allez choisir comme pledge, sachant que si vous allez taper dans les pledges de haut niveau, comme le Remarkable ou le Unprecedented Bundle, c'est quasiment gratos. Enfin, c'est même pas quasiment, c'est carrément gratos. Pour le reste de l'Europe, c'est 16, 18, 20, 45, et pour nous, ce serait 25, 30, 35, 85 de frais de port. Voilà, je passe pas plus de temps que ça sur Never Rift, parce qu'encore une fois, c'est pas un type de jeu pour lequel je suis connaisseur déjà, et c'est pas un type de jeu qui m'intéresse outre mesure, et je me demande si, malgré la présence du board game dans le titre, est-ce que c'est un truc qui a suffisamment de porosité, je veux dire, entre le jeu de cartes à collectionner et le jeu de plateau, est-ce qu'il y a suffisamment de porosité pour que vraiment ça intéresse beaucoup de gens dans le menu? Je ne sais pas. 815 contributeurs, 19 jours avant la fin de la campagne pour Never Rift. Je check rapidement que je suis encore en mouvement dans la caméra, parce que la semaine dernière elle s'était bloquée en fin de vidéo, je ne savais pas pourquoi. Pour l'instant je bouge encore. J'en profite pour vous faire des bisous, parce que ça sert à rien, mais parce que voilà, j'avais envie. Il fallait meubler ce petit blanc pendant lequel j'avais plus rien à dire. Voilà. Du coup on revient sur GameFound, cette fois-ci avec Seismic, le projet de Star Reach Games, alors que ma voix part en vrille. Je me demande si Seismic n'était pas déjà paru sur Kickstarter. Je crois que c'est le cas, mais je me trompe peut-être. Quoi qu'il en soit, Seismic est un projet d'une assez grande envergure, comme vous pouvez le voir par son matériel. C'est un jeu assez conséquent en termes de matos. On vous dit qu'il y a du stretch pay en entrée de campagne. Ça veut dire, attention, ça va coûter cher. Mais vous pourrez diviser en plusieurs versements. 460 backers pour l'instant, 28 jours avant la fin de la campagne pour Seismic, qui est un jeu pour 1 à 6 joueurs potentiellement, 120 minutes la partie, et vous voyez masse d'informations concernant le gameplay. On va pas tout voir, mais il y aura de l'exploration, il y aura du contrôle de territoire, il y aura du guerroiement, il y aura également un aspect coop, tout comme compétitif également, il y aura de la gestion de ressources, ça pourra se jouer avec un mode de joueur également, bref, il y a beaucoup de choses à aller voir, il y a même de la narration apparemment, mais bon, notez donc compétitif, asymétrique, mais également potentiellement coopératif ou solo, exploration, combat et gestion de, contrôle de territoire, on va dire. C'est en gros les principaux éléments à mémoriser. Et aussi, beau matos. Plateau central circulaire, joli. Plein de tuiles posées dessus. Des éléments en 3D. Ça va coûter cher. Préparez-vous là-dessus. Vous allez donc choper des ressources. Vous allez recruter de nouvelles unités. Vous allez upgrader, donc améliorer vos unités en les transformant en véhicules. Vous allez faire du combat, en fait, affronter vos ennemis, et vous pourrez même prendre des otages, assez intéressant, le mécanisme de l'otage. Vous pourrez échanger des unités ennemies contre des blueprints, donc du matériel permettant de faire des upgrades par la suite, des améliorations par la suite. Ensuite, vous pourrez construire des colonies, vous pourrez également évacuer vos unités sur un vaisseau, et surtout faire partir votre vaisseau avant qu'il ne soit trop tard, puisque, bon, Seismic, vous l'aurez compris, activité sismique, donc ça va mal se mettre, vous le voyez en même temps, c'était couru d'avance avec le plateau que l'on voit ici, enfin, le plateau, la représentation du plateau. La planète est pas en super bon état. Elle est en train de se casser la gueule, ça se fissure de partout, ça va pas tenir. Et du coup, c'est un peu qui même me suivent, sauf qui peut. Courage, fuyons. C'est donc pour un 6 joueurs, 20 minutes par joueur autour de la table. Donc ça peut être quand même une fourchette assez conséquente. Et pour 14 ans et plus. L'ADA,
pas très fan des personnages, mais pour le reste, c'est plutôt classe. Après, je suis pas un amateur de mecha. Je sais que par exemple dans les années 90, et même ça existe encore au Japon, mais c'était surtout les années 90, il y avait beaucoup de mangas avec des mechas, des robots à l'intérieur desquels il y avait des personnages comme Evangelion par exemple, ce genre de choses-là. J'ai jamais été très intéressé par ça, je sais pas, les mechas ça me parle pas outre mesure. Je pense que Xavier ça va l'attirer un peu plus peut-être, mais moi pas trop pour le coup. Bref, beaucoup de matos, ça va coûter cher, je vous l'ai déjà dit, mais bon, on va aller voir ça tout de suite, combien ça coûte le bousin. Alors, est-ce que je peux vous choper des pledges? Parce que là on voit beaucoup le matériel, les cartes qui pour le coup sont pas très jolies pour le coup, hein, vraiment. Mais on va essayer de choper directement les niveaux de pledge pour aller un peu plus vite. Là on voit les différentes boîtes, on voit la boîte de base, coop extension, solo extension et Euromode extension, intéressant. Les pledges, alors ouais ça y est, le Seismic Core Edition, donc la boîte de base. Alors c'est bien de nous dire qu'il y a plusieurs pledges, mais si vous ne mettez pas le prix de chacun, on n'est pas beaucoup plus avancé. Donc on va aller descendre, et ici ce sera plus rapide. Alors donc Core Edition, 140 boules. Déjà, vous prenez une droite au niveau de la jugulaire. L'édition de base coûte déjà cher. 139 $ pour être précis. Mais il y a assez peu de gens qui l'ont pledgé en réalité. Hein, 25 pledges seulement. Donc les gens sont allés chercher des trucs un peu plus mastoc encore. Seismic Expanded Edition. Pour pouvoir jouer en solo, en coop, avec les stretch goals. Et puis avec l'extension 5 à 6 joueurs. Parce que oui, fondamentalement c'est 2 à 4 joueurs le jeu de base. 1 à 4 joueurs si vous prenez l'extension solo et l'extension coop, puis jouable jusqu'à 6 joueurs si vous prenez l'extension Fight Build Launch Win. 175 $. Aïe, le fondement. Ensuite, vous avez le Seismic Designer Vision All-In. Donc là, c'est ce que vraiment le designer du jeu voulait concevoir et proposer. C'est le All-In de la mort qui tue à 200 $. Bon, en fait, vous allez voir que derrière, il y a encore plus cher, mais c'est pour du mécénat. C'est pour avoir votre tronche sur une faction du jeu à 300 $. Mais bon, le all-in sans mécénat, c'est quand même 200 boules. Ça coûte un peu cher. C'est quand même le PIB du Vanuatu. On continue. J'ai reçu un message. On s'en fout. On continue avec le matos. Voilà, le matos, ça a des gueules de plastique. Que voulez-vous? Il y a du plastoc dans tous les sens, il y en a pour toutes les couleurs, bien évidemment. Ensuite, l'extension pour 5 à 6 joueurs, donc encore plus de matos, bien évidemment. L'extension terrain, avec les montagnes, etc. Et puis c'est tout. Ah bah oui, c'est tout. Bon bah tant mieux. Mais ça fait quand même du gros matos. Hein. Et ensuite, on va pouvoir passer maintenant aux frais de port, qui eux aussi vont piquer. Alors qu'on voit que le jeu est né, entre guillemets, en 2017. Donc ça fait quand même 7 ans qu'il bosse sur le projet. On peut espérer un jeu de grande qualité. Mais après, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Ce n'est pas gage de qualité en soi, mais c'est vrai qu'en tout cas, ils y auront passé du temps, ils y auront donné tout leur amour, toute leur passion pour ce projet. Donc on ne peut que leur souhaiter que ça marche. Alors, frais de port, où êtes-vous? Ils sont ici. Si vous êtes au Canada, 25, 30, 40. Si vous êtes en Europe, 25, 35, 40. Si vous êtes comme nous dans le rest of Asia, 30, 60, 80. Ça pique un peu, mais en même temps, le matos est conséquent. Je pense que vous allez recevoir un colis assez lourd. Voilà donc pour Seismic. Pour l'instant, c'est pas financé, mais au moins, on a ici un éditeur honnête qui, c'est rare et donc il faut le souligner, donne un seuil de financement réaliste. Parce que quand vous voyez des campagnes à 5 000, 10 000 $ de seuil de financement pour un jeu qui en coûte 50, ce serait à perte qu'il imprimerait, là, clairement. Il y a rarement, très rarement, des boîtes, des éditeurs qui vont imprimer moins de 1000 boîtes pour un premier tirage, parce que moins vous imprimez, plus ça coûte cher à l'unité. Donc au moins là, avec 160 000 $ de seuil de financement, on peut se dire que au moins là-dessus, ils sont honnêtes, ils sont droits dans leurs bottes, et il leur faut vraiment cette somme-là, quoi, en gros. Donc 460 backers, 28 jours avant la fin de la campagne, c'est a priori pas pour moi, mais je leur souhaite une bien belle réussite. Placement d'ouvriers, set collection, gestion de ressources. Si ces 3 mots-clés
Si ces 3 mécanismes vous parlent, peut-être que Micro Moonshine pourrait être pour vous, surtout si vous appréciez les petits jeux, parce que Micro Moonshine, ça nous vient de Seastroy Game, un éditeur qui s'est lancé dans une gamme de micro quelque chose. C'est toujours micro quelque chose en règle générale. Micro Architects, Micro Cosmos, il y en avait eu un 4e dont j'ai oublié le titre, mais c'était sur Kickstarter à l'époque, je crois. Et donc cette fois-ci, Micro Moonshine. Tout à l'heure, on avait parlé de Puppets in High Places. Et bien, on repart dans l'époque de la prohibition aux États-Unis avec donc l'objectif de faire de la bouse. Pas de la bouse en français, j'y ai pensé après coup. De la bouse B-O-O-Z-E en anglais. Donc de l'alcool, quoi, en gros, à l'époque où c'était interdit d'en produire et d'en vendre. Et comme la semaine dernière, il y a un mec qui est en train de tronçonner quelque chose. Voilà. Il se dit, bon, le samedi, c'est le menu crowdfunding, il faut que j'accompagne instrumentalement Kevin avec une tronçonneuse parce que je sais pas faire de la musique. Ça part d'une bonne intention, je pense, hein, mais c'est chiant quand même. Bon, je pense que vous l'entendez pas des masses, et au pire, je prends mon micro, je l'approche de ma tronche, et vous n'entendrez plus que moi, en mode ASMR. Je vais parler de Micro Moonshine comme ça. Et en plus, vous voyez mon joli micro rouge qui brille. Ça fait un peu chanteur de jazz, non? Bon, il a pas fini. Je continue quand même? Bon, on y va. Et je repose mon micro quand même. Vous m'entendez malgré tout. Avec Micro Moonshine, on est déjà à 480 backers, 22 000 € presque d'engrangés, donc c'est financé 27 jours avant la fin de la campagne. C'est pour 1 à 4 joueurs, pour des parties plus longues qu'on ne pourrait le penser vu la taille de la boîte, 90 minutes. On vous parle ici de cette collection, mais il y a aussi donc du placement d'ouvriers, aussi de la gestion de ressources. Et voilà un petit peu ce à quoi ça peut ressembler. Alors, c'est un peu difficile de se faire une idée de la taille du jeu, de la boîte, mais c'est assez petit, croyez-moi. D'ailleurs, chaque élément est assez petit, hein. Et on a des screen print à tous les étages. Je trouve ça très classe. J'aime beaucoup les meeple screen print, comme on en voit ici. Alors, c'est pas des meeples, c'est des ressources, mais j'aime beaucoup les ressources ou les meeples sérigraphiés. J'irais presque. Il faudrait y réfléchir un peu plus. Mais je me demande si je préfère pas des beaux meeples un peu gros quand même, bien sérigraphiés avec des couleurs, à une miniature grise. Je pense que oui quand même. Parce que miniature grise c'est un peu frustrant en réalité. J'ai pas le temps, j'ai pas l'expérience, j'ai pas peut-être le talent de peindre des miniatures. J'ai pas l'envie non plus, pour être tout à fait honnête. Du coup, avoir des petits ressources ou des meeples colorés, sérigraphiés, je trouve ça finalement plus classe. Ou des standees en acrylique, on en voit de plus en plus récemment, mais ça coûte un bras aussi, donc c'est quand même chiant. Quoi qu'il en soit, Micro Moonshine, on continue. Alors, un petit aperçu de ce que ça peut avoir comme apparence sur la table, une fois présenté, une fois installé. Il y aura du draft, il y aura de très beaux composants, il y aura un mode solo, et il y aura un univers très joliment illustré, en tout cas pour ce qui est des scènes. Les personnages, je suis un peu moins fan. Voilà le contenu, en gros, de ce jeu. Donc, assez peu de composants, donc ça rentre dans une petite boîte, bien sûr. La boîte, vous voyez, les dimensions sont ici. 150 mm par 70 par 100. Donc vraiment, on est sur une toute petite boîte, hein. C'est 15 cm par 10 par 7. Donc vraiment, c'est tout petit. Et donc ça en fait un jeu assez facile à trimballer également. Rentrons un peu plus dans les détails. Micro Moonshine, le pledge de base, il est à 25 €. Si vous voulez ajouter un peu de deluxification avec un playmat en néoprène, ce sera 45. Bon, pour un jeu de ce type-là, est-ce que c'est bien nécessaire? Je ne sais pas, mais c'est vrai que le playmat, c'est un très bon attrape Kevin. Bon, après, si le jeu de base me plaisait pas, je vais évidemment pas le prendre parce qu'il y a un néoprène. Mais si c'est un jeu qui m'intéresse et qu'il y a un néoprène, quand même, j'ai tendance à me laisser tenter assez facilement. Et en même temps, je dis ça, j'ai pas beaucoup de jeux avec des néoprènes. Quoi qu'il en soit, continue. Donc c'est 25 ou 45, après c'est des pledges groupés éventuellement si ça peut vous intéresser. En add-on, vous pouvez aussi prendre un jeton de premier joueur sérigraphié, vous pourrez aussi prendre les autres jeux de leur gamme, donc Micro Cosmos, Micro Architects et Micro, c'était qui était le 4e, qui n'était pas mentionné tout à l'heure, qui est encore moins cher d'ailleurs, c'est 10 € seulement. Le How to Play donc. Vous allez drafter des workers et vous allez les payer bien évidemment pour pouvoir les engager. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser un worker pour ensuite retourner sa carte et l'utiliser par la suite comme un bootlegger.
Ensuite, il y aura des ingrédients de différents types, bien évidemment, pour la confection de l'alcool. Et vous aurez le choix, parmi une rivière de cartes, de prendre 2 ingrédients ou de prendre toutes les cartes d'un seul type d'ingrédient en votre possession. Ensuite, vous allez utiliser vos workers, vos ouvriers, pour aller dans différents lieux de la ville pour effectuer des actions, notamment d'échange de ressources, notamment, ou de production d'alcool grâce aux ressources que vous possédez déjà. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser les actions uniques, enfin les actions particulières des ouvriers que vous aurez engagés pour ensuite retourner la carte et l'utiliser comme bootlegger, comme on va dire, transporteur, comme livreur d'alcool. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser les bouteilles que vous aurez réussi à produire pour compléter des contrats qui vous donneront des points de victoire en fin de partie. Sachant qu'apparemment, on a des... Ouh là là, ça part en vrille, hein. On a des missions à double facette. Par exemple, ici, si vous complétez uniquement cette partie de la mission, vous allez gagner 16 points. Si vous complétez celle-ci, ce sera plutôt 20 points, par exemple. J'ai l'impression que c'est ça. Ensuite, alors attendez, parce que là, la première partie, voilà ici, vous allez pouvoir utiliser des actions spéciales pour gagner des points, pour gagner des actions. Vous allez pouvoir aussi, comment dirais-je, blanchir votre argent, notamment en soudoyant les forces de l'ordre. Ensuite, les points seront basés sur les contrats, les missions que vous aurez réussi à compléter, ainsi que les bouteilles, les fûts, donc la production restante en fin de partie, et l'argent propre, l'argent blanchi, qui restera en votre possession à la fin de la partie. Vous pouvez tester le jeu ici sur Tabletopia. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de VF disponible dans cette campagne. Ensuite, le solo mode ici. Bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Il n'y a malheureusement pas de vidéo non plus en français pour avoir un aperçu un peu plus intéressant sur ce que peut proposer Micro Moonshine. Vous avez ici l'aperçu du playmat. Alors oui, bien sûr, ça facilite un petit peu l'ergonomie, l'installation, c'est plus joli, c'est de la deluxification, c'est pas très nécessaire, mais ça fait toujours plaisir. Le shipping pour la Belgique ou encore pour la France, pour le Luxembourg, ce sera 10 € de frais de port. Pour le Canada, 12 € de frais de port, tout comme la Suisse d'ailleurs. Et pour nous qui sommes au Japon, c'est la même chose, 12 € également pour Micro Moonshine, pour les frais de port de Micro Moonshine, qui, oui, vous le voyez ici, est chez nous pour notre agence. Donc on a pour mission de lui chercher des localisations. C'est pas moi qui suis en charge de Micro Moonshine, sauf pour le Japon, parce que je fais tout le Japon. Mais pour le coup, je ne sais pas du tout ce qu'il en est des négociations actuellement, notamment pour la VF. Je ne sais pas si il y a des éditeurs intéressés. Voilà pour Micro Moonshine de Seastroy Game, 480 backers, 22 000 € d'engrangés, 27 jours avant la fin de la campagne. Projet que je trouve personnellement assez sympa. Et pour le coup, je vous l'avais dit, il n'y a pas beaucoup de plats principaux cette semaine. C'était le dernier. Donc on a fini les plats principaux avec un petit peu d'alcool, une sorte de pré-digestif, avant de se lancer dans les 2 desserts de la semaine. Un totalement inattendu, l'autre qui m'attire pas du tout, mais qui marche très très bien actuellement. On est parti. Ô rage, ô vieillesse ennemie, ô connerie de Kevin, ô QI de 2 chiffres avec une virgule entre les deux. Je viens d'enregistrer les 2 desserts de la semaine, j'avais oublié de brancher le micro. On va donc se retaper les 15 minutes de dessert de cette semaine. Ceci dit, vous me direz, 15 minutes pour 2 desserts, c'est pas beaucoup. Oui, parce que pour une fois, je trouve que dans ces 2 desserts, il n'y a pas grand-chose à dire en vérité. Le premier, tout dessert, c'est masculin. Le premier, c'est donc Oath New Foundations. Pourquoi ça va être assez rapide? Parce qu'il s'agit d'une extension d'un jeu préalablement sorti que vous connaissez certainement, qui a fait beaucoup parler de lui pour de bonnes et beaucoup de mauvaises raisons, notamment pour sa VF malheureusement. Et donc, il est arrivé, sorti un peu de nulle part. Certains projets s'annoncent 6 mois avant la sortie sur Kickstarter, d'autres 2-3 mois, et parfois on les voit popper tout à coup, généralement des projets un peu moins connus, et là, Oath revient sur Kickstarter avec une extension, et je l'avais vraiment pas vu arriver. Donc peut-être que je l'ai juste raté et que l'annonce avait été faite il y a plusieurs mois, je ne sais pas, mais moi j'étais complètement passé à côté de l'annonce de Oath New Foundations, l'extension de Oath. 6000 contributeurs,
très beau début de campagne. En même temps, on le sait, Larian Games fait partie de ces éditeurs qui ont une fanbase, donc une armée de fidèles derrière, qui fait que généralement, on fait des très 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 beaux résultats sur Kickstarter. On les connaît principalement pour, bien sûr, Root, Oath, puis par la suite Arx, qui est peut-être le projet qui était le moins attrayant visuellement parlant, et qui pourtant avait quand même fait aux alentours de 15 000 contributeurs à l'époque. Il y avait aussi Vast avant, mais c'est leur tout début. Il y avait Trove aussi, enfin c'était Vast aussi, mais bref, on s'en fout. Et donc, il revient avec l'extension New Foundations pour Oath, qui vient rajouter un petit peu d'éléments de gameplay, et puis également un nouveau mode solo. On va le voir, il est décomposé pardon, en 3 pledges principalement. Le pledge New Foundations, donc là c'est les ajouts de gameplay, c'est l'extension avec les éléments de gameplay, donc avec de nouvelles cartes, notamment pour ce qui est de l'héritage, on va dire, qui va impacter vraiment chacune des parties en fonction de ce qui s'est passé précédemment. C'est un petit peu l'aspect principal, d'ailleurs l'attrait principal de Oath, le jeu de base également, puisque c'était un petit peu un jeu Legacy sans être un Legacy, dans le sens où le matériel n'allait pas du tout être impacté, simplement des règles allaient être amenées à changer d'une partie à l'autre, car la partie précédente allait impacter la suivante, les rôles des joueurs allaient potentiellement changer, ce que les joueurs pourraient faire allait potentiellement changer, parce qu'il y a des petits points de règles qui allaient être modifiés en fonction de la partie précédente. Du coup, ça va être renforcé avec l'extension New Foundations, notamment avec la lignée, on va dire, le système de lignée. Votre famille va hériter vraiment de ce qui s'est passé lors de la partie précédente, avec notamment des nouveaux traits, ainsi que des malédictions également qui vont s'abattre sur votre famille sur le moyen ou long terme, on va dire. En tant que chancelier, vous pourrez aussi utiliser de nouvelles tuiles de luxifier pour mieux gouverner votre empire et combattre la corruption qui menace votre trône. Vous aurez aussi une phase de chronique, qui permettra aussi, avec l'ensemble des joueurs autour de la table, en groupe, de vraiment poser les fondations de votre empire sur le long terme. Donc ça aussi, une nouvelle phase. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va rajouter en termes de complexité, de longueur potentielle de partie, mais il y aura une nouvelle phase, donc fondamentalement c'est intéressant. Et puis il y aura aussi de nouveaux édifices, de nouvelles reliques également que vous pourrez trouver en jeu grâce à New Foundations. Vous avez un pledge à 40$, après celui qui était à 50$ pour New Foundations, pour le Clockwork Adversaries, donc c'est le nouveau mode solo. C'était déjà le cas pour Root à l'époque, mais Root avait eu un mode solo qui n'était pas forcément très populaire. Puis il avait été remodelé, refondu, avec un mode solo bien plus convaincant apparemment, qui avait le même titre, hein, d'ailleurs Clockwork quelque chose. Cette fois-ci c'est Clockwork Adversaries, qui vous permettra donc d'avoir un mode solo certainement un peu plus convaincant, qui vous permettra aussi d'utiliser le mode solo quand vous jouez, donc bien évidemment en solo, mais ensuite d'être intégré, mis de côté, etc., entre des parties solo et multiplayer. Donc ça c'est assez intéressant aussi, et il sera totalement bien sûr compatible avec Oath, le jeu de base. 90$ si vous voulez les deux, donc en gros New Foundations ainsi que le nouveau mode solo, logique. Et puis bien sûr, pour ceux qui auraient raté l'occasion lors de la première campagne, vous pouvez prendre aussi le all-in avec le jeu de base, le tout pour 199$. Sachez qu'il n'y a pas de VF durant cette campagne par contre, ça aussi c'est à savoir. Le reste, bon, j'ai parlé un petit peu brièvement des nouveaux ajouts de gameplay, notamment avec des cartes transparentes aussi qui vont pouvoir modifier aussi d'autres cartes préexistantes, ça aussi c'est intéressant. Les phases de chronique, encore une autre nouveauté qui peut être assez intéressante. Pour ce qui est du solo, j'ai pas testé l'ancien mode, j'ai pas testé le nouveau bien évidemment, donc je pourrais pas vous dire exactement en quoi ça vient vraiment renouveler l'expérience, mais Root, le mode Clockwork, avait vraiment une popularité qui n'avait aucune comparaison avec l'ancien mode solo, donc j'imagine qu'il en ira de même pour Oath. Continuons. Ma voix est vraiment partie en vrille, là c'est fini. J'espère que ça va pas durer aussi longtemps que la dernière fois que c'était arrivé sur la chaîne, parce que j'avais fait 2 menus comme ça, c'était particulièrement chiant. Quoi qu'il en soit, continuons avec ici les frais de port qu'on va retrouver sur un fichier Excel. La zone Europe est décomposée en 3 zones, mais si vous êtes en Belgique, c'est la zone 1, en France, la zone 2, en Suisse, la zone 3. Ça ira donc de 10 à 15, puis de 12 à 18 euros, $, hein, en fonction de ce que vous allez choisir comme pledge. Pour le Canada, c'est 25,30, et pour nous qui sommes au Japon, ce serait 25,35. Voilà donc pour Oath New Foundations.
campagne vraiment rondement menée, hein, parce qu'en l'espace de 3-4 jours seulement, déjà 6000 contributeurs pour une extension d'un jeu que j'avais backé et que j'ai revendu sans avoir jamais joué. C'est l'un des deux, je crois, seuls jeux pour lesquels c'est arrivé. Le jeu me faisait vraiment très envie à l'époque, mais c'était une erreur. J'aurais pas dû le backer. On n'a pas le groupe de joueurs pour ça. C'est pas un type de jeu qui m'intéresse pour du solo. C'est pas un jeu qui m'intéresse terriblement pour jouer à deux, qui est quand même notre configuration principale avec Xavier et moi-même. Donc, on aurait certainement pu le sortir une fois ou deux, mais c'est le type de jeu qui mérite quand même, comme ça implique pas mal, qu'on ressorte assez souvent aussi, un peu comme Root, et on n'avait pas le public pour ça, donc je l'ai rendu, mais je regrette pas pour autant mon bac. J'avais vraiment envie à l'époque d'aimer ce jeu, je pense que je l'aurais certainement aimé, mais que j'aurais été frustré de ne pas le sortir plus souvent. Bref, il m'a quitté, peut-être qu'un jour j'aurai quand même l'occasion d'y aller. Oath New Foundations, 6000 backers, 17 jours avant la fin de la campagne, et près de 480 000 € d'engrangés. Allez, petite voix, tiens bon, encore 5-10 minutes maximum pour le dernier projet de la semaine, le dernier dessert de la semaine. Il s'agit de Terraria. Et j'ai beau essayer, j'arrive pas à m'intéresser. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Et ma voix a pas envie que je vous en parle, visiblement. C'est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs, basé sur une licence de jeu vidéo du même nom, qui semble-t-il doit avoir une certaine popularité, puisque quand même on a su attirer ici 7500 contributeurs en l'espace de 4 jours de campagne. C'est assez énorme. Il n'y a malheureusement pas de VF pour l'instant. Étant faisant partie de l'équipe qui s'occupe des localisations de Terraria, parce que oui, ils sont dans le catalogue de MOB Vanguard, je sais que la VF devrait se faire incessamment sous peu. Il y a 3-4 éditeurs sur le coup qui sont intéressés pour une VF, donc ça devrait se faire. Mais pas pendant la campagne, puisque si vous allez dans la FAQ ici, dans Languages, la version Deluxe de Terraria sera disponible uniquement en anglais. Donc même si le projet est signé pour une VF, ce sera a priori pas pendant la campagne, et peut-être pas pour la version Deluxe, ce qui est quand même assez dommage. Je vois pas très bien ce qui les pousse à priver des potentiels backers ou des potentiels clients futurs de backer les versions Deluxe, d'obtenir la version Deluxe dans leur propre langue. C'est un petit peu dommage, je trouve. Quoi qu'il en soit, pour 1 à 4 joueurs, pour des parties assez longues, hein, 120 minutes la partie quand même, en coopératif pour Terraria, et voici ce à quoi ça ressemble. Je vous l'ai dit, hein, ça m'intéresse pas, hein, j'ai essayé un petit peu de me pencher dessus, mais vraiment l'aspect visuel me repousse terriblement. Je trouve ça assez vilain, je trouve que les personnages sont assez vilains, je suis vraiment pas fan du tout de la DA, comme quoi j'arrive quand même à rester un peu critique des jeux qui font partie de notre catalogue, simplement parce que c'est subjectif pour le coup, hein. Vraiment l'univers m'intéresse pas et je trouve ça moche, mais je sais que ça plaît à beaucoup de gens, la preuve, comme 7500 backers en l'espace de 4 jours, mais oui, j'arrive à rester critique des jeux qui font partie de notre catalogue malgré tout. En même temps, heureusement que je n'ai pas Terraria à ma charge, ce n'est pas moi qui m'occupe du jeu dans l'équipe, donc j'ai pas besoin de l'aimer. Ça tombe bien. Alors donc, qu'est-ce que c'est que Terraria en mode plateau en tout cas? C'est pour 1 à 4 joueurs, en coopératif. Ça se base sur du deck building et également de l'exploration, puisqu'on va être amené à découvrir les recoins de cette sorte de mine qu'on va explorer au fur et à mesure. Des combats à base de dés et puis des miniatures de boss assez particulières, parce qu'on va le voir par la suite. Voilà, les boss qui sont ici vont être amenés à se décomposer progressivement au fur et à mesure des combats. Bon, on aime ou on n'aime pas. Encore une fois, même les miniatures de boss, je les trouve personnellement assez dégueu, quoi. Enfin, je sais pas, il n'y a rien qui m'attire dans ce jeu. Les différentes actions que vous pourrez accomplir: dig, donc l'action de creuser dans les tunnels pour découvrir ce qui se trouve derrière et faire progresser vos aventuriers. Fight, donc l'action de combat face à des hordes de monstres qui vont venir s'abattre sur vous, et bien sûr ce que ça implique, au-delà des combats avec les dés, c'est l'obtention de loot qui vous permettra de renforcer encore plus votre personnage pour la suite de l'aventure. Explore, parce que oui, bien sûr, l'exploration, ça fait partie intégrante du gameplay de Terraria, que ce soit pour la licence de jeux vidéo comme pour le jeu de plateau apparemment, c'est vraiment au cœur du gameplay. Et bien sûr, du coup, chaque partie va proposer une répartition des tuiles, du paysage, etc., qui sera radicalement de la précédente, donc on a potentiellement une assez forte rejouabilité de ce point de vue-là.
Ensuite, l'action de build, de construction, on va crafter des éléments d'armure, des éléments d'armes, enfin, pas des éléments, mais des armes, des outils, des objets consommables, etc. pour nous permettre de vivre l'aventure de manière encore plus optimale que la fois précédente, avec encore plus de synergie avec nos compagnons autour de la table. Voilà, pour ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, vous apercevez un petit peu donc les miniatures, les plateaux de joueurs. Alors, même les plateaux de joueurs, je les trouve assez dégueulasses pour être tout à fait net, je sais pas, hein, vous me direz ce que vous en pensez, mais les personnages de base sont vraiment pas jolis. Heureusement, il y a ce côté assez intéressant des petites fiches transparentes qu'on va coller dessus pour les personnaliser avec leurs armures, avec les items, etc. Ensuite, on va avoir plein de cartes d'action, des cartes de trésors, des cartes d'objectifs, d'équipements, des cartes de consommables, des tuiles qui vont venir composer la mine, etc. Des tokens dans tous les sens, y compris pour les ennemis notamment. Bref, il y a quand même beaucoup de matos, mais rien de vraiment époustouflant ceci dit. Les dés qu'on voit ici également, les meeples, très classiques, même pas sérigraphiés. Bref, vraiment rien qui m'attire de particulier, si ce n'est les Game Trays, là c'est en plastique. Ça aussi c'est pour l'édition Deluxe que vous ne trouverez a priori pas en boutique, sauf s'il y a des pledges groupés, enfin des pledges retailers on va dire, j'imagine que ça se fera. Continuons. Les pledges, voilà. Les pledges, vous avez donc le Gold Pledge, c'est le pledge de base pour l'édition deluxifiée à 79 $, donc approximativement 75 € j'imagine. Pour la version donc deluxifiée, d'accord, donc ce ne sera pas la version boutique, deluxifiée, mais c'est le pledge de base durant la campagne. Ensuite, pour quasiment le double, 150 $, on a le pledge Hellstone qui vient ajouter du néoprène, avec un tapis de dés notamment, avec également des sleeves, avec encore plus de meeple dans tous les sens, bref, encore plus de deluxification. Et vous avez aussi l'opportunité de mettre la main sur le playmat en néoprène pour rendre votre partie encore plus immersive, même si pour le coup, même le playmat, je le trouve pas joli. Voilà, ma foi, j'ai pas grand chose de plus à dire que ça concernant Terraria. Il y a bien le how to play, mais j'ai déjà un petit peu mentionné comment ça se jouait. En gros, c'est vrai que je fais une présentation qui est plus proche de ce que je fais généralement pour les plats principaux. Généralement pour le dessert, j'aime bien rentrer dans les détails, mais là, déjà, ma voix est partie en vrille, je vais plus tenir très longtemps, et en plus, j'arrive vraiment pas à m'intéresser à Terraria malgré tout. Pour le shipping, Canada 22-27, Europe, il y a deux zones. Si vous êtes en Belgique ou en France, ce sera la zone 1 a priori, donc 13-16-50. Nous, on est dans Asie 2, à mon avis. Japan, c'est bien ça, Asie 2, 29-45. La Suisse doit être en Europe 2, j'imagine. Ouais, c'est ça, Europe 2, voilà. Donc, à vous de voir les zones qui vous concernent et le pledge que vous allez choisir, bien sûr. Le Gold, le Hellstone. Gold Hellstone Pledge plus Playmat. Un petit peu plus cher, bien évidemment. Et oui, je parle dans les aigus. Généralement, c'est comme ça quand je perds ma voix. Je parle très grave, mais avec des pointes aiguës très très vilaines. Ça veut dire qu'il est temps de mettre fin à la vidéo. D'autant plus que ça fait la deuxième fois que je filme les desserts, coup sur coup, c'est un petit peu chiant. Du coup, ceci dit, avec 7527 backers, Terraria a un petit peu cassé Kickstarter, hein, soyons honnêtes, c'est quand même un très 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 beau début de campagne, ils en ont foutu, de partout, ils ont retourné Kickstarter avec presque 1 million d'euros d'engrangés, près de 3 semaines avant la fin de la campagne pour donc Terraria. Et ma foi, c'est à peu près tout pour cette semaine. Et oui, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à l'outro de cette vidéo, je n'ai pas parlé de Apex ou de Apex, le projet français en 4X, parce qu'il est apparu sur la plateforme, je crois, très tard vendredi ou très tôt samedi, je ne sais plus, et je m'enregistre le samedi, donc j'ai pas eu le temps de l'étudier, j'en parlerai la semaine prochaine, promis. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, de votre voix, et de votre famille, de vos proches de manière générale, c'est le plus important. On se retrouve très prochainement sur la chaîne des Ludovores. Entre temps, n'hésitez pas à aller regarder le petit podcast qu'on a pondu très récemment, hier d'ailleurs, avec le camarade Nix et bien sûr Xavier, et votre serviteur bien évidemment, sur nos bacs de l'année 2023. Et au moment où je tourne cette vidéo, certainement, je vois qu'il y a un petit décalage. Chiant. Il y aura aussi sur la chaîne de Nix un autre podcast qu'on a tourné quelques jours après, tous les trois également. Du coup, je ne vais pas répéter encore une fois sur portez-vous bien, etc. Mais donc, je vais juste ajouter également, jouez bien cette semaine, et puis à la prochaine.